Alors, adopté la semaine dernière par le Congrès américain, le plan B de Joe Biden est l'un des plus grands projets de relance de toute l'histoire des États-Unis. Symbolisé par le slogan Acting Big, cette stratégie constitue aussi l'écart le plus radical par rapport aux politiques économiques en vigueur depuis les réformes de Ronald Reagan il y a 40 ans. Les enjeux sont énormes. En cas de succès, ça permettrait de remettre le gouvernement au cœur de la gestion économique, de montrer que les politiques des dernières décennies ont laissé des millions de personnes souffrir d'un chômage inutile, priver de nombreux domaines de possibilités d'amélioration du niveau de vie et creuser les inégalités. Maintenant, si la stratégie devait échouer, se soldant par une surchauffe, une forte inflation, une instabilité financière, que sais-je, elle pourrait être considérée comme l'un des plus grands autogols de la politique économique depuis probablement l'échec de la relance de François Mitterrand en 1981. Avec des plans d'emprunt et de dépenses publiques d'une ampleur jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle administration US entreprend donc une vaste expérience budgétaire. Bien entendu, la politique monétaire aura aussi un rôle à jouer. Notre oratrice du jour est bien placée pour nous aider à comprendre la situation dans son ensemble. Catherine Dans est diplômée en économie de l'UNAMUR. L'UNAMUR, ça c'est bon. Elle a commencé sa carrière chez Candriam avant de rejoindre Dexia, devenue Belfius. Elle a travaillé plusieurs années comme économiste au sein de la salle des marchés, où elle est devenue spécialiste des taux d'intérêt. Et depuis 4 ans maintenant, elle est senior économiste au sein de l'équipe macroéconomique. Les habitués de la matinale sur LN24 la connaissent bien, puisqu'elle donne régulièrement des interviews. Elle assure également les présentations des convictions de Belfius et apparaît régulièrement dans de petites capsules vidéo dans l'application de cette banque. Voilà, Madame Danse, sur la photo, Joe Biden semble un petit peu anxieux et il vous regarde en ayant l'air de se demander qu'est-ce qu'elle va raconter. Faites-nous donc part de vos convictions. Je vous donne le rôle d'animatrice. Voilà, vous pouvez Voilà, partager maintenant. d'accord. Application. Voilà, merci Monsieur Lyon. En effet, donc bienvenue à tous dans ce webinaire. Alors, j'ai la chance d'avoir un timing qui se présente de manière très heureuse pour ce séminaire, dans la mesure où ce plan de Joe Biden vient d'être voté. Et donc, ça permet d'avoir une incertitude en moins par rapport, une lourde incertitude en moins par rapport à l'économie américaine. Et je dirais que c'est vraiment le thème dans lequel commence ce premier trimestre, c'est ce thème de la levée des incertitudes par rapport à l'économie américaine. Il y a quelques mois, on a terminé l'année avec de lourdes incertitudes. Premièrement, incertitude au niveau de la situation sanitaire et deuxièmement, incertitude par rapport à cette situation politique. Il faut savoir que, ben oui, en décembre, on était pratiquement dans une situation de guerre civile où la division politique au niveau du paysage américain était telle qu'on avait l'impression que jamais on arriverait à mettre en place un plan fiscal. Et donc, c'est vraiment une victoire retentissante pour le clan démocrate qui a su rester soudé et ce faisant, profiter de sa maigre petite majorité au Sénat pour arriver à faire passer ce plan, donc grâce à un système de réconciliation qui peut être utilisé une fois par an et qui permet une fois par an de faire passer un grand projet avec une majorité simple et non une majorité des 2/3. Et donc, c'est ce qui permet à ce plan de pouvoir voir le jour, donc un déblocage de la situation politique qui handicapait encore très fort le scénario macroéconomique. Et puis, déblocage aussi au niveau de la situation sanitaire, dans la mesure où on a vraiment des avancées, c'est ce que je vous présente sur ce graphique-ci. Au niveau de la situation sanitaire, on a premièrement un écrasement au niveau des courbes de contamination, mais surtout on a une progression au niveau de la vaccination qui est spectaculaire aux États-Unis, donc on ne pourrait que rêver en Europe, dans la mesure où fin d'année, on anticipait que la population adulte serait vaccinée en septembre, et puis finalement, Joe Biden annonce qu'elle sera vaccinée en mai. Et donc ici, au niveau sanitaire, une grosse victoire aussi et donc une grosse levée d'incertitude aussi. Alors, je reviens à mon slide.
Est-ce qu'on va en rester là? Non, probablement non. L'agenda de Biden est très conséquent. Il était déjà au niveau de sa campagne électorale. Maintenant, il va essayer de maintenir ses promesses électorales. On en reviendra par la suite, mais aussi dans le pipeline, un plan d'investissement qui reste encore à discuter. Mais donc, en attendant, toutes ces levées d'incertitudes nous donnent, en ce fin de premier trimestre, une situation qui est vraiment très différente par rapport à ce qu'on avait fin de l'année passée. Ça a emmené énormément d'économistes à revoir. Nous, on a revu par 3 fois notre scénario en un trimestre, par 3 fois notre scénario macroéconomique sur les États-Unis. Parce qu'évidemment, on avait des facteurs exogènes qui venaient se rajouter et qui nécessitaient de complètement revoir nos prévisions. On n'est pas les seuls, on en a dû vraiment réajuster vers le haut de manière systématique. Et donc, parallèlement à ça, il y a aussi énormément d'inquiétudes par rapport au fait, ben oui, on a une ouverture dans un futur relativement proche qui s'annonce au niveau de l'économie américaine grâce à l'amélioration de cette situation sanitaire. Et d'autre part, on a ce plan à 1900 milliards de dollars qui est dans le pipeline. Est-ce que potentiellement, c'est pas susceptible de générer une situation inflatoire par rapport aux États-Unis? Et bon, je vous propose dans cette présentation d'essayer de répondre à cette question en abordant les différents segments de l'économie américaine. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un zoom sur ce fameux plan. Madame Blanc, Oui, on- je remarque effectivement qu'à la projection, il y a des carrés grisés qui apparaissent sur les slides. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, de votre côté. non, pas du tout. Ah ah, ah ah. Ah, ça c'est gênant. Et donc ça empêche de visionner les Oui, slides? c'est une partie. C'est une partie. Et si je mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Non, c'est toujours là. C'est toujours là. Ouais. Donc ça améliore. Je ne sais pas trop quoi vous proposer. Peut-être éteindre la présentation et recommencer. Fermer la présentation PowerPoint chez vous et recommencer. Ouais. Et on recommence le partage maintenant. Est-ce que c'est mieux comme ça? Moi, ça n'a pas changé. Je les Ah vois zut. toujours. Mmh. Et normalement, ça n'apparaît pas? Et c'est les carrés gris ont lieu où? Dans la partie, je dirais, supérieure droite du slide. Ça gêne un petit peu pour voir la totalité. La totalité. Mhm. Là, je dois dire, je ne vois pas de solution. Non. Nous voyons également les parties grisées. Oui, je vois bien un message qui vient d'arriver. Malheureusement, je ne sais pas trop que vous dire. Heu, Voilà, on peut il faudra continuer oui, comme bah, ça. malheureusement, va falloir continuer. Je vais essayer de vous décrire les slides, au mieux pour, oui, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup d'alternatives. Donc, mais en fait, ce que je vois dans la partie supérieure droite, monsieur Lyon, c'est la partie de mon écran où vous apparaissez. Donc Ah, éventuellement, c'est peut-être lié à ça? Oui. Donc voilà, excusez-moi pour ce problème technique. Mais donc non, c'est pas votre faute. non, voilà, donc je vous propose donc de faire un zoom par rapport à ce plan. Alors le plan, donc ce plan à 1900 milliards, donc d'abord en termes de montant, 1900 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement 10 du PIB américain. Donc, il faut savoir que si attendez ici, ça par contre, j'ai un autre souci. J'ai ma batterie qui ça non, se plate alors que mon PC est chargé.
Voilà, un problème de câblage qui est résolu. Sinon, on aurait été coupé, ça aurait été embêtant. Heu, voilà, ce plan à 1 900 milliards de dollars représente 10 du PIB. Donc, il faut savoir que le PIB, le déficit, suite à ce plan, va passer à moins 20 du PIB, alors que s'il n'était pas passé, on aurait eu un déficit cette année-ci aux alentours de 10 du PIB. Alors donc bien sûr, c'est un déficit qui, d'un point de vue historique, c'est du jamais vu. Donc c'est vraiment un déficit qui est extrêmement profond. Ce qu'on retrouve aussi sur ce graphique, je voulais comparer à l'évolution des déficits attendus, en eurozone et en Belgique, juste pour avoir un ordre d'idée. On est très loin du compte, bien sûr, et donc on voit via ce graphique-ci qu'on va vraiment avoir une divergence très importante entre l'évolution des États-Unis et l'évolution de l'eurozone. Donc vraiment un creusement au niveau de la politique fiscale qui va avoir des répercussions, bien sûr, au niveau économique. Ce plan aussi, une des caractéristiques, c'est qu'il va ça va être surtout un plan one shot. Il va passer principalement, donc ces 1 900 milliards vont passer cette année-ci. Alors quand on regarde de quoi il est constitué, on observe, que 40 du plan, donc c'est vraiment un plan qui s'adresse directement à la pandémie, donc c'est un plan directement pour s'adresser, à la situation sanitaire. Donc en tant que tel, c'est bien sûr des mesures qui sont indispensables et qui vont permettre de réouvrir l'économie, mais en tant que tel, ce ne sont pas des mesures qui potentiellement sont génératrices d'effets multiplicateurs. Alors l'effet multiplicateur, juste petit rappel, c'est, une politique fiscale a pour but d'avoir normalement un multiplicateur supérieur à 1, dans la mesure où si on injecte 1 de déficit fiscal dans l'économie, 1 de PIB de déficit fiscal dans l'économie, on espère qu'il va avoir des retombées au niveau de la croissance, de l'économie qui sera supérieure à 1 de manière à générer des revenus et ce faisant rembourser, ce déficit qui a été creusé. Et donc ici, on s'attend à avoir un multiplicateur qui soit de l'ordre de 0,6. Alors pourquoi? Parce que toute cette partie-ci que je vous ai représentée en rouge, donc qui représente vraiment l'aspect sanitaire, va être très peu générateur d'effets multiplicateurs. Et puis l'autre partie du plan, ça va surtout être des plans à destination des ménages. Donc des plans absolument indispensables parce qu'on a toute une série de ménages qui se retrouvent sans emploi en raison de la pandémie et qui pourraient, faire banqueroute, faire faillite tout simplement s'il n'y avait pas ce plan. Mais en attendant, des plans en faveur des ménages, des plans de soutien de ce type-là sont en eux-mêmes peu générateurs d'effets multiplicateurs. Et puis il faut savoir aussi que quand on injecte comme ça de l'argent auprès des ménages, il y a une partie qui est épargnée et qui, ce faisant, quitte le circuit économique. Donc ce sont des plans qui potentiellement sont beaucoup moins générateurs d'effets multiplicateurs que si on avait, par exemple, un plan d'investissement. Donc ici, on a déjà un premier élément de réponse par rapport aux soucis potentiellement inflatoires de cette politique, c'est qu'en fait, on a un plan qui va injecter énormément d'argent dans l'économique, mais qui va être peu générateur en fait de croissance. Alors oui, ça nous permet de rehausser nos prévisions de croissance et on l'a fait et la plupart des économistes le font, mais on aurait eu un plan équivalent qui aurait été un plan d'investissement, on aurait probablement des perspectives en termes de croissance qui auraient été nettement supérieures. Donc déjà ici, on voit un effet en termes de croissance qui va être relativement limité. Alors comme je vous l'ai dit, en parlant de plan d'investissement, il y en a un autre qui est dans le pipeline, à savoir que maintenant suite à cette victoire, Joe Biden s'attaque directement au plan suivant, qui était dans son agenda, à savoir cet énorme plan, d'investissement. Un plan qui est très ambitieux aussi, comme c'est un plan également à 2 000 milliards de dollars qui compte, injecter dans l'économie. Alors, la question après, c'est de savoir est-ce qu'il va arriver à le faire passer ou pas. Alors nous, on a l'impression que alors il y a énormément d'analyses différentes qui circulent en ce moment et beaucoup de points de vue différents par rapport à cette question-là. On pense que cette année-ci, ça va être un petit peu difficile, tout simplement parce qu'il a déjà utilisé, suite à ce plan sanitaire, sa cartouche magique de pouvoir utiliser ce mécanisme de réconciliation qui permet de faire passer ce genre de plan de grande envergure avec une majorité de 50
une majorité simple au Sénat. Donc s'il veut faire passer cette année-ci son plan d'investissement, il doit avoir une majorité des 2 tiers. Or, il faut savoir qu'en matière d'investissement, il y a des divergences de point de vue entre le camp démocrate et le camp républicain. Alors, en tant que tel, un plan d'investissement, les 2 partis sont d'accord et ont déjà l'administration Trump a déjà essayé de faire passer un plan d'investissement, mais n'y est pas arrivé. Mais en fait, la divergence, c'est par rapport à la manière de l'implémenter. Les démocrates, ils visent des plans d'investissement de grande envergure, des plans d'investissement qui adressent des problématiques de moyen à très long terme, et surtout des problématiques liées à l'environnement. Tandis que les républicains targetent des plans d'investissement avec beaucoup moins d'ambition, des enveloppes beaucoup plus petites. Et donc à ce niveau-là, il y a une différence de point de vue. Et puis aussi, Biden a annoncé que lors de sa campagne présidentielle, il a annoncé que ce plan d'investissement, il comptait le financer avec une hausse des impôts. Parce que l'administration Trump donc avait baissé les impôts et ici, il voudrait partiellement les rehausser. Ce qui, bien sûr, au niveau républicain, ne passera absolument pas. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser que ça va être difficile pour Joe Biden d'aller récolter 2 tiers de majorité au Sénat. Par contre, ce qui est encourageant, c'est vraiment de voir que, lors de ce premier plan, de ce plan sanitaire, le camp démocrate a vraiment été lié dans la mesure où ils ont tous voté en faveur de ce plan, ce qui a permis, qu'il passe au niveau du Sénat. Donc, des points encourageants au niveau fiscal, mais à notre avis, il faudra probablement attendre l'année prochaine. Alors donc maintenant, je vous propose de parcourir segment par segment l'impact de ce plan au niveau économique. Alors au niveau des ménages, commençons d'abord par les ménages. Hem, on constate au niveau des ménages qu'on a si on regarde les statistiques traditionnelles, donc ce que vous voyez sur le graphique de gauche ici, si on regarde les statistiques traditionnelles, de chômage, on constate qu'on a une diminution progressive, du chômage depuis le gros pic qu'on avait eu, au début. Et on constate également au niveau des créations d'emplois qu'on a, un rythme de création d'emplois qui était présent, qui s'est légèrement atténué depuis, mais on a quand même de légères augmentations d'emplois en moyenne, sur les derniers mois. Mais néanmoins, ces statistiques traditionnelles de chômage ne représentent que la partie immergée de l'iceberg, dans la mesure où ce taux de chômage traditionnel ne représente plus en ce moment les allocations de crise. Or et ça, c'est ce que je vous ai représenté sur le graphique d'à côté. Ce qu'on constate en ce moment, c'est que les allocations de crise, donc les allocations ici en gris clair et en gris foncé, ça représente en ce moment près de la moitié des allocations totales. Et donc, on a vraiment encore énormément de ménages au niveau américain qui sont encore complètement dépendants qui n'ont pas retrouvé d'emploi suite à la crise sanitaire et qui sont absolument dépendants de ces aides. Alors, heureusement, on a déjà eu, fin de l'année passée, un premier plan qui a été voté sous l'administration Trump parce que, sinon début janvier, il y avait énormément de personnes aux États-Unis qui se retrouvaient, mais dans une situation de faillite totale. Un plan a été voté donc de manière à prolonger ces allocations de janvier à mars et maintenant le plan qui a été voté par Joe Biden est un plan qui va permettre à ces allocations de pouvoir continuer, donc être prolongées donc de maintenant jusque fin septembre. Et donc on a une grosse couverture maintenant, il y a une grosse sécurité par rapport à toute une classe aux États-Unis, une classe et surtout une classe précarisée. Et il faut savoir que par rapport à la relance future de l'économie, la classe des petits à moyens salaires est très importante par rapport à cette reprise. C'est ce qu'on a observé l'année passée, lors du troisième trimestre, qu'on a eu une amélioration de la situation sanitaire et une réouverture des économies au niveau mondial. On a eu une accélération très conséquente de la croissance qui a été alimentée aux États-Unis par la consommation privée et particulièrement par la consommation privée des classes plus précarisées. Donc, cette consommation privée est un élément vraiment très important pour la reprise économique.
Alors ici, je vous ai fait un zoom sur les dernières statistiques de payroll. Donc la dernière statistique de février nous montre déjà une légère augmentation des créations d'emplois et une légère augmentation particulièrement dans tout ce qui concerne loisirs, les secteurs de services et de loisirs. Et ça nous indique donc qu'on commence, grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, à avoir une petite ouverture en ce moment timide de l'économie américaine qui a déjà commencé à se traduire par des créations d'emplois donc dans ce secteur qui est extrêmement précarisé. Mais cela n'empêche que quand on regarde de manière plus générale, je me demande si ceci ne pourrait pas vous aider. Si on regarde de manière plus générale les destructions d'emplois depuis le début de la crise, on constate que c'est surtout donc dans les secteurs de services et dans les secteurs de services liés à tout ce qui est loisirs qu'on a une destruction d'emplois. Et donc ça, c'est une caractéristique vraiment de cette crise du Covid, c'est vraiment une crise complètement inégale au niveau sectoriel. Nettement mieux. Donc ah oui, avant en fait, c'était ici une fenêtre qui nous dérangeait. Une crise qui est donc complètement inégale au niveau sectoriel et au niveau de l'emploi américain, on constate que ça s'est vraiment réparti au niveau des services et donc ici, on a une critique au niveau du camp républicain par rapport à ce plan. Ils estiment que c'est un plan qui donc, comme je vous l'ai déjà dit, va être peu générateur en effet multiplicateur, mais aussi peu générateur d'emplois. Et à ce niveau-là, ils ont certainement un point dans la mesure où ils estiment qu'injecter de l'argent dans l'économie ne va pas, en tant que tel, permettre de générer de nouveaux emplois dans les secteurs qui ont été les plus touchés. Alors, ce sont surtout des secteurs qui sont touchés tout simplement parce que, en raison de la situation sanitaire. Et ce qu'il faut pour recréer ces emplois dans ces secteurs-là, c'est tout simplement arriver à avoir la situation sanitaire sous contrôle. Et une fois que la situation sanitaire sera sous contrôle, ces emplois devraient en principe se recréer de manière naturelle. Donc c'est vrai que c'est un plan qui, en tant que tel, ne va pas pouvoir générer tellement d'emplois. Ces emplois seront surtout générés grâce à la gestion de cette crise, mais qui est aussi prévue par ce plan. Mais en attendant, ce plan est absolument indispensable pour soutenir la consommation privée et les revenus d'une classe entière de la population américaine qui serait sinon complètement précarisée. Alors, passons maintenant à la consommation privée. Alors, on remarque au niveau de la consommation privée, qu'on a eu un rebond très conséquent dans tout ce qui concerne les biens. Donc on voit aussi ici cette divergence sectorielle au niveau de la consommation et donc ça, c'est une des conséquences de la crise. Les gens ne vont plus chez le coiffeur, ne vont plus au restaurant. Par contre, à la place, ils restent chez eux, ils commandent sur internet et ils commandent des biens. Et donc ça, c'est ce qu'on constate, un petit peu dans toutes les économies. C'est pas un phénomène qui est unique et exclusivement américain. Et donc ici, vous voyez donc la consommation de biens en gris clair, la consommation de services en gris foncé et le rouge, c'est la moyenne des 2, donc c'est la consommation totale. Et donc, on voit vraiment cette divergence très conséquente, mais au total, on constate, n'empêche pour le moment, qu'on est encore avec des niveaux de consommation qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant crise. Et donc, on n'a pas encore récupéré, en raison de la fermeture de l'économie, on n'a pas encore du tout récupéré un rythme de consommation. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on a une hausse très importante du taux d'épargne. À nouveau, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays occidentaux à ce moment. L'épargne a augmenté, premièrement en raison des plans d'intervention. Donc ces plans d'aide aux ménages ont été partiellement épargnés. Puis d'autre part, dans la mesure où on reste chez soi, bon, on dépense moins, on épargne plus. La grosse question par rapport au futur, ça va être qu'est-ce que cette épargne va devenir? Donc ça reste une interrogation en ce moment et une complication par rapport à la réalisation de prévisions économiques. Dans la mesure où c'est pas très clair, c'est difficile à estimer si lors de la reprise, les ménages auront tendance à dépenser l'intégralité de leur épargne ou plutôt à l'étendre dans le temps. Alors la théorie économique, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça? Elle nous dit que traditionnellement, en fait, le consommateur a plutôt tendance à étaler sa consommation dans le temps parce qu'il n'apprécie pas d'avoir des gros pics et des creux par rapport à son profil de consommation. Donc, on va probablement avoir une partie seulement de cette
épargne qui va retrouver le chemin de l'économie et le reste de cette épargne sera probablement dilué dans le temps et retrouvera probablement progressivement seulement le chemin de l'économie. Mais donc, c'est un peu difficile d'estimer parce que forcément, c'est une situation absolument unique. C'est un peu difficile d'estimer dans quelle mesure, mais néanmoins, c'est clair que les perspectives en termes de consommation privée sont extrêmement bonnes et sont énormément améliorées lors de ce premier trimestre, dans la mesure où on a vraiment devant nous pour le troisième trimestre des perspectives où on devra avoir une économie qui est ouverte aux États-Unis et d'autre part, un plan de soutien qui sera là et qui va permettre de soutenir les personnes précarisées pendant cette phase de relance. Alors, venons-en maintenant au secteur de l'industrie. Ce qu'on constate au niveau du secteur de l'industrie, c'est au niveau industriel, c'est qu'on a de nouveau, comme c'est le cas pour d'autres segments de l'économie, des énormes divergences au niveau sectoriel. On a d'une part la manufacture, on a d'autre part les services. Alors au niveau de la manufacture, on observe vraiment un redressement très conséquent de, de ce secteur au niveau de toutes ces différentes composantes. Par contre, les services sont dans une situation beaucoup plus compliquée. Euh, alors, cette amélioration de la manufacture aux États-Unis se remarque également au niveau s'accompagne également d'une amélioration au niveau des profits, une amélioration au niveau des investissements. C'est tous ces éléments-là aussi qui ont justifié l'augmentation qu'on a observée au niveau des marchés financiers ces derniers temps. Cette amélioration du contexte au niveau manufacturier aux États-Unis s'explique aussi en raison de son exposition avec la Chine. Il faut savoir qu'au niveau de la Chine, donc on observe pour le moment un miracle en termes de relance. On a la Chine qui a le premier pays à avoir récupéré au quatrième trimestre son niveau d'avant crise Covid. Et donc, on a vraiment une dynamique extrêmement positive à ce niveau-là. Et on a les États-Unis qui sont très exposés par rapport à la Chine et qui le sont d'autant plus depuis cette crise. Et donc ça, c'est aussi une autre tendance qui s'est dégagée de cette crise du Covid. C'était plutôt une accélération de la globalisation, de la mondialisation, plutôt qu'un recul par rapport à ça. Et donc autant avant la crise du Covid, on avait eu un ralentissement du commerce international entre la Chine et les États-Unis en raison des tensions géopolitiques, autant depuis maintenant la fin, enfin, cette crise de la pandémie, on a eu au contraire une explosion de ce qu'on observe ici sur le graphique de droite. On voit ici une explosion du des exportations entre la Chine et les États-Unis. Alors ça s'explique premièrement, comme je vous l'ai expliqué, par la demande, la recrudescence de demande en biens des consommateurs. Ils restent chez eux, ils commandent sur Internet et ils commandent beaucoup de biens et notamment des biens produits en Chine. Et ça s'explique aussi au niveau des exportations de Chine vers les États-Unis par le fait que cette crise sanitaire a suscité aussi une demande très conséquente en produits chinois dans la mesure où ce sont les premiers fournisseurs en matière médicale, en matière de masques, de gel sanitaire, etc. Donc on a eu une recrudescence de produits provenant de Chine. Cette situation génère aussi des perturbations au niveau du commerce international. On observe en ce moment une hausse du prix du fret maritime dans la mesure où tout simplement le commerce international n'arrive pas à suivre. On a eu pendant la crise donc tout ce flux de bateaux qui a dû rester à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Donc, et puis, tout d'un coup, il a dû se rouvrir. Et il a dû se rouvrir en faisant face à une demande qui avait explosé. Et ce faisant, il avait le flux de bateaux qui avait été réorganisé de manière différente. Et donc, on a pour le moment énormément de tensions par rapport à ce flux maritime. Et ça génère des tensions et ça génère aussi des tensions à la hausse au niveau des prix. Et donc, ici aussi, un élément, si oui, c'est vrai on a des tensions au niveau de l'inflation, mais ici, c'est un premier élément de réponse par rapport à la question pourquoi on a des éléments de tension, c'est qu'on a vraiment une modification profonde de la consommation de biens qui génère des perturbations au niveau des chaînes de production au niveau mondial.
Alors, un secteur, par contre, qui ne connaît pas la crise aux États-Unis, c'est le secteur immobilier. On observe pour le moment, on en parle peu, mais on a pour le moment, en fait, une explosion, un petit boom immobilier qui se passe aux États-Unis. On a la demande de maisons qui a augmenté, mais on a surtout le prix, la vente de maisons qui a augmenté, mais surtout le prix des maisons qui a vraiment explosé de manière particulièrement impressionnante ces derniers temps. Et c'est probablement, quelque chose, un indicateur que la Fed suit de près. Parce qu'on se rappelle tous, des excès, au niveau du marché immobilier qui avaient suscité donc la crise financière, qui avait généré la crise financière, précédente. Et donc la Fed a certainement tiré des conclusions par rapport à toute cette historique, de l'économie américaine et du marché immobilier. Elle est parfaitement consciente de la vulnérabilité de ce marché et en ce moment, clairement, on a un petit peu une situation de bulle qui est en train de se former au niveau du marché immobilier. Alors pour nous, c'est un élément qui, potentiellement pourrait, avoir des implications au niveau de ce qui va se passer au niveau du de l'évolution de la politique monétaire de la Fed et notamment avoir des répercussions par rapport à ce qui va se passer demain. Donc demain, on attend une réunion de la Fed et nous, notre impression, c'est que il y a pour le moment, on a les taux d'intérêt qui ont augmenté de manière vraiment très virulente et notre impression, c'est que la Federal Reserve va probablement être en fait relativement rassuré par cette évolution à la hausse des taux d'intérêt et il ne devrait probablement pas avoir un discours qui soit trop orienté en faveur de mesures de manière à contenir cette hausse de taux d'intérêt parce que quelque part, elle est nécessaire pour adresser certaines questions et notamment cette question d'évolution du marché immobilier. Alors, en termes de perspective de croissance, qu'est-ce que nous donne ce scénario? Alors pour nous, on s'attend à avoir une croissance en 2021 de l'ordre de 6,1 venant d'une croissance l'année passée de -3,5. Il faut savoir que, début d'année, on avait enfin fin de l'année passée, on avait une croissance des estimations de croissance aux alentours de 3,2 qu'on avait revu d'abord une première fois, quand on avait l'impression que Joe Biden allait pouvoir passer son plan, mais seulement à moitié. Là, dans un premier temps, la plupart des économistes pensaient que Joe Biden ne passerait que la moitié de son plan et puis finalement, on était, positivement surpris de voir qu'il était arrivé à passer l'intégralité de son plan. C'était pas du tout le scénario de base à l'époque, mais donc suite à cette révision, on arrive avec un niveau de croissance aux alentours de 6,1. Alors c'est un niveau de croissance qui est des prévisions de croissance qui sont très robustes, mais il faut savoir qu'on a forcément un effet dénominateur dans la mesure où une partie de cette croissance très robuste, ça s'explique par le fait, qu'on a un effet dominateur, par rapport à la croissance de 2020 qui par contre est extrêmement faible et donc comme je vous l'ai expliqué, une croissance robuste, oui, mais qui au vu, du stimuli fiscal qui va être injecté cette année-ci, n'est pas si, explosive que ça pour autant. Alors cette croissance, on l'anticipe surtout aux alentours, du 3 dans le gros de la reprise aux alentours du 3e trimestre, tout simplement parce que, d'après l'expertise, scientifique, et ce qui est annoncé pour le moment, au 3e trimestre, on devrait se retrouver dans une situation où la population américaine est vaccinée, enfin la population adulte et ce faisant, on devrait pouvoir avoir vraiment un retour à la normale, espérons-le, au niveau, de la vie américaine et ce faisant, à avoir un retour de une explosion au niveau de la consommation privée et surtout au niveau de la consommation privée de services parce que c'est ce secteur-là vraiment, c'est le secteur des services pour le moment qui est en train de contraindre la relance au niveau américain et on devrait normalement au niveau de ce 3e trimestre pouvoir avoir une économie une relance qui se manifeste au niveau de tous les secteurs de l'économie. Alors, venons-en maintenant concrètement au niveau de l'inflation. Alors, au niveau de l'inflation, vous avez probablement remarqué qu'on a eu énormément de volatilité, ces derniers temps. Donc c'est ce que je vous représente au niveau, du graphique de gauche. On voit qu'avec cette crise du Covid, donc vous avez en rouge ici l'inflation totale, en gris l'inflation structurelle et on constate, que cet indicateur d'inflation, totale a baissé énormément au pire de la crise et puis maintenant est en train d'augmenter alors que l'indicateur d'inflation structurelle par contre est en train de baisser.
Et donc, pas mal de volatilité au niveau de ces indicateurs-là. Parallèlement, on observe au niveau des anticipations d'inflation, on observe pour le moment qu'on a une hausse assez substantielle au niveau des anticipations d'inflation. Donc, les anticipations d'inflation, simplement, on a des produits financiers qui sont liés à l'inflation et qui nous price un niveau attendu d'inflation. Et c'est un indicateur qui est regardé de près par les banques centrales dans la mesure où ça donne une indication de ce qui est attendu au niveau des évolutions d'inflation. Alors, on constate que ça a augmenté, mais que néanmoins, ça reste à des niveaux qui sont encore tout à fait acceptables par rapport à l'inflation, des niveaux de 2,5. Donc, on n'a pas des anticipations pour le moment qui sont en train de pointer vers une situation hyper inflatoire, mais néanmoins une situation d'inflation supérieure à ce qu'on a pu avoir par le passé. Alors, volatilité, je vous disais au niveau des indicateurs. Alors, pourquoi cette volatilité? Ben, ça s'explique par des effets d'offre et de demande. Il faut savoir que cette crise du Covid, ça a été une crise structurelle au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Alors, une crise au niveau de l'offre, parce que tout simplement, les chaînes de production étaient perturbées. Ce faisant, on a une diminution de l'offre et ce faisant, une tendance à l'augmentation des prix. Et donc même au pire de la crise, même si on avait l'inflation totale qui était plus basse, vous avez probablement pu observer qu'on avait des biens spécifiques où par contre on observait une hausse des prix, totalement dans tout ce qui était alimentaire. On avait vraiment des biens spécifiques qui souffraient de cette perturbation au niveau des chaînes de production. C'est toujours un phénomène qu'on observe actuellement. Alors, mais cette crise de Covid a aussi généré un choc de demande très violent, le pire depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où les consommateurs restaient chez eux. Et donc cette crise au niveau de la demande a plutôt eu un effet à la baisse au niveau des prix. Et donc au total, au pire de la crise, on a eu cet effet de demande qui a tiré les prix vers le bas. Mais maintenant qu'on est plutôt dans une phase de relance, cet effet de la demande est en train de se rétablir. On a une hausse de la demande et on a plutôt cette tendance à la hausse qui est en train de s'installer. Alors, au niveau des facteurs et parallèlement, on a aussi au niveau des facteurs d'offres, on a aussi, de nouveaux éléments qui viennent se rajouter. On a pour le moment l'inflation qui est aussi influencée à la hausse en raison de facteurs temporaires liés à l'évolution du prix du pétrole. Donc, je vous ai représenté en noir ici, vous voyez l'évolution du pétrole exprimée en pourcentage annuel et on voit qu'on a vraiment dans une situation où pour le moment on a un gonflement en pourcentage annuel, donc dans le prix du pétrole exprimé par rapport à l'année précédente, on voit qu'on a vraiment une hausse très substantielle qui est en train de donner un coup de fouet temporaire par rapport aux chiffres d'inflation et ça va continuer à être le cas dans les statistiques, au niveau des statistiques à venir. Donc on va vraiment avoir les prochaines statistiques qui vont particulièrement souffrir donc de ces effets de base lié à l'évolution du prix du pétrole. Alors d'autre part, un autre effet d'offre, comme je vous l'ai expliqué, pour le moment, on a la demande de biens qui est en train d'exploser et ce faisant, on a une perturbation des chaînes de production, une hausse des prix du fret maritime et on a une tendance à avoir une hausse au niveau des importations, du prix des importations. Donc on a un petit peu au niveau de de ces effets d'offre, des effets temporaires qui viennent un petit peu gonfler les prix mais qui devrait être temporaire. Au niveau de la demande, tout simplement, on a pour le moment un effet de rattrapage, un effet de rattrapage de la demande qui s'exprime surtout au niveau des biens, ce qui fait qu'on a des évolutions divergentes au niveau de l'inflation des biens et l'inflation des services pour le moment. Et donc, ce qui tracasse un peu certains intervenants de marché, certains économistes, c'est qu'à partir du moment où on va avoir cette réouverture substantielle de tous les secteurs d'activité, à partir du moment où on devra avoir le prix des services qui lui aussi se met à augmenter, est-ce que potentiellement cette situation pourrait générer un phénomène d'hyperinflation? Alors notre opinion par rapport à cela, c'est qu'a priori non. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'indicateur le plus important pour l'inflation,
c'est les évolutions du salaire qui eux-mêmes dépendent des tensions ou non au niveau du marché de l'emploi. Alors, tension au niveau du marché de l'emploi, on n'en a pas parce qu'on a énormément de travailleurs américains qui sont sur le carreau. Alors, vous allez me dire, ce sont surtout, comme c'est des personnes qui travaillent dans les services de loisirs, etc., ce sont surtout des personnes à bas salaire, donc ce ne sont pas, c'est pas des tensions, des vacatures qui se retrouvent au niveau de tous les secteurs d'activité, mais néanmoins, au total, on a quand même énormément de vacatures en ce moment et donc qui laisse présager un contexte au niveau salarial qui n'est pas particulièrement tendu et c'est ce qu'on observe pour le moment. On n'a pas spécialement de tension au niveau des salaires et donc ça, c'est un élément qui est souvent aussi, relevé par la Fed pour expliquer la raison pour laquelle ils ne sont pas particulièrement inquiets par rapport aux prévisions d'inflation. Alors, un autre élément aussi très important pour nous par rapport pour le fait de pouvoir écarter ce scénario d'hyperinflation, sont qu'on est fondamentalement la problématique, de base n'a pas changé, à savoir qu'on a toujours dans une situation où la courbe de Phillips est particulièrement plate. Alors la courbe de Phillips, il faut savoir que c'est, une relation d'après la théorie classique, économique, c'est une relation qui met, qui met un parallèle entre le niveau d'activité dans l'économie et l'inflation. Donc c'est une relation qui établit cette relation donc entre le niveau de l'économie et l'inflation et ce qu'on a observé, la situation dans laquelle on était avant la crise, c'était une situation où cette courbe de Phillips, il y avait plus vraiment de relation entre, le cycle économique et l'inflation. On était dans une situation où l'inflation était extrêmement basse, quel que soit le niveau du cycle économique dans lequel on se trouvait. Et ça l'est il y avait énormément d'éléments d'explication. Les Un élément très important d'explication par rapport à cet aspect très plat de cette courbe de Phillips, c'était la mondialisation. Où finalement, les salaires enfin les prix étaient plus influencés par ce qui se passait en Chine, parfois, que par ce qui se passait chez nous. Et donc, on avait, globalement cet impact à la baisse au niveau des prix, au niveau mondial. Fondamentalement, cette problématique n'a pas changé. On est toujours dans une situation où la mondialisation est présente plus que jamais. C'est aussi été une des conclusions de cette crise et donc à moyen ou long terme, pour nous, c'est aussi un facteur, important qui va justifier le fait qu'un scénario d'hyperinflation n'est pas envisageable. Alors ici, je vous ai représenté donc, nos prévisions. Donc ici, flash sur les États-Unis, prévision de croissance, je vous en ai déjà parlé et ici, vous voyez, on a des prévisions d'inflation à 2,5. Mais il faut savoir que c'est un chiffre moyen pour 2021, mais un chiffre qui néanmoins, justifie le fait qu'on va clairement se diriger vers certains mois où l'inflation pourrait, dépasser les 3. Donc, les mois où on aura des chiffres d'inflation qui passeront au-dessus de 3, cela va très certainement susciter certaines nervosités au niveau des marchés financiers, mais néanmoins, pour nous, la direction, au niveau de l'inflation n'est pas alarmante. Alors quel est le point de vue de la Fed par rapport à tout ça? Je crois que je vous l'ai déjà synthétisé. En effet, ils ont toujours été rassurants par rapport à ce scénario d'hyperinflation. Dès lors, ils ont des projections de taux stables, au niveau des 2 ans. Ils ne sont pas inquiets non plus enfin, jusqu'à présent, donc bon, je veux dire, on va avoir une réunion demain, mais donc lors de la réunion précédente, il n'y avait pas encore eu, la hausse récente, de taux d'intérêt que je vais vous la représenter. Voilà ici. Vous voyez vraiment sur les dernières semaines, c'est ici, c'est l'évolution des taux américains du taux, disons, américain sur les vous voyez vraiment au niveau des dernières semaines, on a quand même une accélération très importante aussi au niveau des taux d'intérêt. Hem, Jusqu'à présent, ils ne se sont pas sentis particulièrement, alarmés par rapport à cette évolution-là. Le point de vue de la Fed, c'est que tout simplement cette évolution des taux à long terme reflète, un retour vers les fondamentaux et se reflète simplement le fait qu'on a les fondamentaux qui sont en train de s'améliorer au niveau de l'économie américaine. Et donc ils ont toujours un discours relativement rassurant. Heu on a aussi donc, la Fed qui, poursuit maintenant un objectif d'inflation moyen. Et c'est ce qui lui permet de justifier le fait qu'elle va, a priori, garder ses taux inchangés, au niveau des 2 ans. C'est, pour dans une perspective de 2 ans. C'est pour elle, son point de vue, c'est de dire qu'étant donné que pendant des années, on a une inflation très faible, elle peut parfaitement se permettre d'avoir des niveaux d'inflation qui temporairement passent, au-delà des 2, voire même 3.
dans la manière où c'est une situation temporaire et qu'en moyenne, l'objectif de 2 pourrait pouvoir être maintenu. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle continue à avoir une politique où elle annonce que d'ici les 2 ans, elle devrait avoir des taux inchangés. Et c'est ce qu'on voit au niveau du graphique à droite. Le graphique à droite, il vous représente l'évolution des dots. Alors, les dots, ben, en anglais, ça veut dire des points. Et en fait, chaque point, ça représente un membre de la Fed, chaque point rouge. Et ces points, représentent en fait les prévisions de chaque membre de la Fed par rapport au futur des taux d'intérêt et on voit qu'on a quand même un consensus, relativement unanime, en tout cas pour l'année à venir, voire les 2 ans. Par après, ils sont plus trop d'accord, hein, mais néanmoins, on voit qu'on a quand même, un consensus en effet qu'on devrait avoir une période de moyen ter de enfin dans les 2 ans à venir où on devrait avoir les taux qui restent, solidement ancrés. Mais, en attendant, au niveau des anticipations de marchés financiers, on observe une divergence avec ce qui a été annoncé, avec ce qui est annoncé au niveau du message de la Fed. Donc ici, ce que je vous ai représenté sur ce graphique-ci, c'est les anticipations de marché en matière de politique monétaire et on voit que le marché est en train d'anticiper donc ici, vous avez les anticipations de politique monétaire à 1 mois, 3 mois, jusqu'à 3 ans et on voit que, le marché est en train d'anticiper une hausse de 75 points de base qui pourrait déjà commencer à avoir lieu, d'ici 2 ans. Donc on voit une divergence entre ce que le marché price et ce qui est, annoncé au niveau de la Fed. Donc le marché est en train d'anticiper des hausses de taux beaucoup plus précoces. Et ça en raison de ces craintes par rapport à toutes ces questions de l'inflation et cetera. Alors même si, comme je vous l'ai dit, fondamentalement, la Fed n'est pas très à notre avis, pas si préoccupée de l'augmentation des taux d'intérêt, elle doit quand même devoir éviter d'avoir trop de volatilité. Elle va probablement adresser cette problématique et aussi cette problématique d'anticipation trop précoce dans la courbe, en ayant probablement un discours relativement, prudent et en essayant d'asseoir de manière, bien claire sa communication en termes de forward guidance. Donc on s'attend pour demain à avoir une forward guidance vraiment bien claire par rapport à cet aspect-ci de la courbe et par rapport au fait que le marché est en train de dévier par rapport à ses projections, de politique monétaire. Néanmoins, on a pour le moment certains intervenants de marché qui sont en train d'anticiper que demain la Fed pourrait aller plus loin et pourrait se mettre, étant donné la hausse subite des taux d'intérêt à long terme, pourrait se mettre à réaugmenter son plan d'achat d'actifs ou bien à augmenter les maturités de son plan d'achat d'actifs. C'est un point de vue. Nous, a priori, c'est pas notre scénario principal qu'on privilégie parce qu'on pense plutôt que ça pourrait faire qu'alors elle viendrait intervenir de matière artificielle sur le marché. Ça pourrait laisser un précédent et puis de toute façon, on pense que la Federal Reserve doit considérer que la hausse actuelle des taux d'intérêt à long terme sert en fait d'un régulateur par rapport à certains excès qu'on a dans certains segments de marché, particulièrement au niveau du marché immobilier, qui a connu une surchauffe au niveau des prix trop violente parce qu'on venait d'une situation où les taux d'intérêt étaient trop bas. Et donc cette hausse des taux d'intérêt est peut-être, ça se trouve, tout simplement considérée comme une manière de répondre à cette problématique. Mais évidemment, elle ne le verbalisera certainement pas de cette manière-là, dans la mesure où elle va vouloir à tout prix essayer d'éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ce faisant, donc ici, ce graphique où je vous représente l'évolution des taux d'intérêt est en train de nous montrer qu'on a, pour le moment un écart substantiel au niveau qui est en train de se creuser entre l'évolution des taux américains et l'évolution des taux européens. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a pour le moment un écart fondamental entre les économies américaines, les économies européennes qui est en train de se creuser. Donc, on a 2 points très importants pour les États-Unis qu'on n'a pas chez nous. Premièrement, cette politique fiscale XXL et deuxièmement, cette campagne de vaccination qui laisse présager qu'on va avoir une ouverture, mais beaucoup plus précoce au niveau des États-Unis que chez nous. Et donc, cette divergence en termes de taux d'intérêt, pour nous, est tout à fait, normale et reflète vraiment cette évolution fondamentale très différente. Et pour nous, cette différence, ce différentiel de taux d'intérêt pourrait même se creuser davantage. On n'écarterait pas l'idée d'avoir un taux d'intérêt à long terme qui soit situé aux alentours de 2%, 2,5% d'ici la fin de l'année. Donc,
En termes d'allocation de portefeuille, directement, bon, je pense que le message est clair, les taux d'intérêt sont très bas. En plus, on a des perspectives d'augmentation de taux d'intérêt devant nous, donc c'est certainement pas une classe d'actifs qui est très attrayante pour l'instant. Et d'autre part, c'est aussi des répercussions en matière de taux de change. Si la situation devait se normaliser, a priori, dans des phases où on se retrouve hors d'une situation de crise, dans une situation économique plus normale, je dirais, on a tendance à avoir un retour au niveau des taux de change vers des facteurs cycliques. Alors, il faut savoir que les facteurs cycliques, le facteur cyclique principal pour expliquer le taux de change euro-dollar, c'est le différentiel de taux d'intérêt. Alors pour le moment, ce différentiel de taux d'intérêt a peu joué comme facteur pour expliquer, l'évolution du dollar. En fait, ce qu'on a eu, pendant la crise, c'est un dollar qui s'est très fort déprécié parce que là, on n'était plus du tout dans des facteurs cycliques, on était dans des facteurs de crise. Et le facteur de crise qui était retenu, c'est qu'on avait tout d'un coup un retour de l'appétit pour le risque et ce retour de l'appétit pour le risque était en train de s'accompagner d'une dépréciation du dollar. Parce que dans des situations de crise comme ça, quand on a de l'aversion pour le risque, on a tendance à avoir une appréciation du dollar, parce que c'est la devise non risquée. Et puis quand on a plutôt l'appétit pour le risque qui revient, on a plutôt tendance à avoir le dollar qui se déprécie. Et donc ça, c'était pendant la crise, les facteurs donc d'appétit, aversion pour le risque, c'était vraiment le facteur fondamental qui revenait. Pour le moment, on va certainement être encore dans une période où on va voir pas mal de volatilité parce qu'il y a encore pas mal d'éléments d'incertitude qui persistent. Mais une fois qu'on aura ces facteurs d'incertitude qui seront levés, on peut éventuellement s'attendre à avoir, enfin, selon nos anticipations, à avoir un retour donc vers les tendances plus cycliques. Et les tendances plus cycliques en ce moment sont clairement en train d'argumenter en faveur d'un dollar plus fort. Voilà, je vous propose éventuellement de m'arrêter ici parce que, comme monsieur Lyon me disait, ce serait bien aussi de pouvoir, éventuellement, prévoir un temps pour répondre à vos questions. Je Magnifique, parfait, timing est tout à fait respecté. Si je peux poser tout de suite une question concernant l'impact inflationniste, donc le projet d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars est pour le moment rejeté. Bon, on peut peut-être espérer qu'il quand même il soit augmenté peut-être à 11 dans les mois qui viennent. Est-ce que cela peut avoir un impact inflatoire aux États-Unis? Alors, ça va certainement contribuer à augmenter à avoir un impact à la hausse au niveau de l'inflation, mais donc c'est clair, ça va contribuer à ce scénario général, de savoir qu'on va avoir, 2021 va être une année qui historiquement va s'accompagner d'une inflation relativement élevée, mais néanmoins pas de scénario, inflatoire, d'hyperinflation, donc pas de scénario d'inflation qui déraperait par rapport à cet aspect-là, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, à savoir que tant qu'on a une situation au niveau de l'emploi où on a des vacatures qui sont là et où on n'a pas de tension, on est vraiment très loin d'une situation qui potentiellement peut être hyperinflatoire. D'accord. J'ai Paul qui nous demande l'impact du plan sur la bourse américaine. L'impact du plan sur la bourse américaine. Alors oui, alors si je vais revenir à un slide que j'avais sauté. Voilà. Hem ce plan a bien sûr été applaudi, c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique de gauche. Ce plan a été applaudi par les marchés boursiers dans la mesure où, voilà, l'inquiétude l'année passée, c'était éventuellement qu'on ne puisse plus que les États-Unis soient face à un impasse, politique. Donc ce plan peut prouver, c'est non seulement c'est une injection, mais massive au niveau de l'économie, mais aussi, la preuve que les États-Unis arrivent à passer outre cette division qui était en train vraiment de paralyser le pays. Donc c'est pour ces doubles raisons, c'est une nouvelle très positive. Donc, nous, par rapport à notre allocation, on est positif en action. Alors c'est vrai que ce faisant, les actions sont très chères, hein. Quand vous regardez les price earnings, je vous les ai pas mis ici, mais les price earnings en ce moment sont à des niveaux très élevés. Et ils sont particulièrement élevés au niveau des États-Unis. Donc même si,
globalement, on a un scénario qui est économique, qui est nettement plus favorable pour les États-Unis que pour l'eurozone. Ça n'empêche qu'en termes d'allocation, on préfère les actions européennes. Pour le moment, on a une faveur dans nos actions européennes par rapport aux actions américaines et surtout, dans les secteurs qui profitent de la crise. Heu, pour, tout simplement des raisons de valorisation parce que c'est vrai que les actions américaines sont très chères. Mmh. J'ai 2 questions qui sont en relation avec, la politique commerciale et les relations avec la Chine en particulier. Est-ce que la politique américaine, la nouvelle, pourra éviter, l'escalade de contre-mesures tarifaires qui sont néfastes pour l'économie? Alors, les mesures ah oui, oui, les mesures tarifaires, d'accord, oui, je pensais par rapport aux frais maritimes, non. Les mesures je pense en effet, oui, la nouvelle administration Biden va, très certainement avoir une approche complètement différente, de l'administration, Trump pour adresser cette problématique-là. Ils vont pas probablement arrêter de viser ce genre de punition, mais néanmoins, on s'attend à avoir une position très ferme de l'administration Biden et une position très ferme qui est basée sur la géopolitique et sur la négociation internationale. Donc, autant l'administration Trump était de manière bilatérale avec la Chine en train d'imposer ses sanctions, ici, l'administration Biden veut, d'un point de vue concerté, adresser surtout la question des droits intellectuels. Et ça, par rapport à la question du droit intellectuel, on s'attend à avoir une position très ferme et intransigeante de l'administration Biden. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que la Chine en a parfaitement conscience et désire ne pas s'isoler de l'administration Biden sur le plan géopolitique. Donc la Chine aussi là-dessus est en train de former ses propres coalitions. Par exemple, en novembre de l'année passée, elle a formé un énorme accord commercial avec plus de 15 pays asiatiques, qui est en fait le plus grand accord commercial au monde. Donc on et puis d'autre part aussi, elle a lancé des nouveaux plans d'investissement avec l'Union européenne. Donc vraiment, c'est un bras de fer géopolitique qui va être serré entre la Chine et les États-Unis. Dans la foulée, le déficit, lui, va augmenter considérablement, donc il ne doit pas devoir être financé, principalement par la Chine. Est-ce que cela peut amener ce nouveau président à être plus accommodant vis-à-vis de ses relations avec la Chine? Dans ses relations avec la Chine, par rapport à ça, je ne pense vraiment pas. Je ne pense pas parce que je pense que ces questions de droits intellectuels sont vraiment en plus des questions qui par contre, sont parfaitement unanimes au niveau des 2 camps, autant républicains que démocrates et ça fait partie, de points sur lesquels ils seront parfaitement intransigeants. D'accord. Et de nouveau, est-ce que l'administration va choisir davantage le Royaume-Uni ou bien l'Europe comme partenaire privilégié pour sa relance économique? Joe Biden est irlandais. Donc il a je pense que, oui, pour Boris Johnson, je pense que cette élection était un peu une épine dans le pied. Heu, Joe Biden a vraiment exprimé de manière très claire qu'il n'allait, que son partenaire privilégié allait d'abord être l'Union européenne et qui ne compte pas, avoir comme c'est certainement pas en haut de sa tête de liste d'agenda de commencer à mettre en œuvre un accord spécial, avec le Royaume-Uni. Je pense que sa priorité est plutôt le focus avec l'Europe. Alors, Xavier nous demande s'il existe une étude qui compare les effets multiplicateurs du plan d'investissement selon les démocrates et celui des républicains. Du plan d'investissement selon le démocrate, personnellement, je suis pas au courant, j'en ai pas lu. Heu pour le moment, on n'a pas encore, tous les éléments qui sont là, hein, les mais je dirais instinctivement que, sur le long terme, les plans d'investissement selon les démocrates sont probablement plus susceptibles de générer des effets multiplicateurs, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus conséquents.
sont des enveloppes plus conséquentes et qui targetent et qui sont aussi, très très conscients d'un point de vue écologique et environnemental et qui essaient de s'adresser par rapport à la pénurie des ressources rares. Donc, d'un point de vue long terme, dans une perspective à long terme, c'est certainement, des plans qui pour ne fût-ce que ces raisons écologiques sont aussi susceptibles, d'être plus bénéfiques pour l'économie américaine. OK, mais je crois qu'il est 14 heures. Un tout grand merci pour votre intervention, qui était très complète. Quelle est la suite? Oui, cette question a été posée à l'avance, elle était traitée dans votre intervention. Donc, il y a un plan à part en ce qui concerne les investissements. Si vous avez omis de demander votre attestation lors de l'inscription, c'est le moment de le faire dans la zone QR. Je vois que vous avez déjà commencé à le faire. Pour obtenir un slide, voici la procédure à suivre. Et notre prochain rendez-vous, ce sera dans une quinzaine de jours, le 31 mars, avec Étienne de Calataille. On va parler de nouveau un sujet économique sur la détérioration des finances publiques. Un grand merci à tous, bon après-midi et au plaisir. Merci.